Aujourd'hui, tout le monde a déjà utilisé de la monnaie par voie dématérialisée. Qu'il s'agisse de la monnaie sur un compte bancaire qu'on utilise pour payer des biens ou des services en ligne grâce à un téléphone ou un ordinateur portable, qu'il s'agisse de la monnaie électronique comme Lydia ou Easily particulièrement pour les étudiants, qu'il s'agisse de la monnaie mobile comme T-Money, Orange Money qui sont des monnaies électroniques particulièrement implantées en Afrique, qu'il s'agisse même de la monnaie virtuelle, des crypto-monnaies comme le Bitcoin, le Ethereum, le Solana, tout le monde a déjà eu l'expérience de la monnaie dématérialisée. Face à l'accroissement de l'utilisation des moyens de paiement par voie numérique, est-ce que l'argent liquide est amené à disparaître? Plus précisément, est-ce que la monnaie fiduciaire va céder sa place à de la monnaie numérique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'argent liquide est-il amené à disparaître? Il faut se l'avouer, une telle question amène souvent deux types de réponses. Soit une réponse émotionnelle, soit une réponse objective ou plus intellectuelle. La réponse émotionnelle est forcément binaire, c'est soit oui, soit non. Alors pour les personnes qui sont férues, qui sont amoureuses du digital, du numérique à tout va, pour ces personnes-là, parce que le digital est le futur, la monnaie liquide va forcément laisser sa place à la monnaie dématérialisée, à la monnaie numérique particulièrement. Mais pour d'autres types de personnes, c'est-à-dire pour ces personnes qui sont plutôt entraînées par une émotion d'insécurité, par une émotion de peur et d'effroi par rapport à l'utilisation de moyens de paiement dématérialisés, particulièrement numériques, pour ces personnes-là, les banques centrales ne vont certainement pas tomber sur la tête et évincer du circuit monétaire la monnaie liquide, la monnaie fiduciaire. Mais n'allons pas rentrer dans un débat d'émotions, mais plutôt nous baser sur des éléments objectifs. Et pour cela, il faut analyser les tendances de fond, tant à l'égard des pays occidentaux, mais surtout à l'égard des pays africains. Et la tendance de fond, de manière générale, en ce qui concerne les moyens de paiement, la tendance de fond est duale. C'est-à-dire qu'il faut l'analyser d'abord de la perspective des utilisateurs de moyens de paiement, mais ensuite et surtout de la perspective des institutions qui émettent, qui gèrent et qui distribuent la monnaie. Du point de vue des utilisateurs, l'on note, un peu comme je le relevais d'ailleurs en entame de cette vidéo, un accroissement fulgurant de l'utilisation des moyens de paiement numériques. D'ailleurs, en France, en 2022, le paiement en espèces avoisinait les 50%, alors qu'en 2016, il était plutôt de 68%. D'ailleurs, l'un des cas les plus marquants de l'utilisation de moyens de paiement numériques en Europe est celui de la Suède. La Suède a pratiquement éradiqué de ses transactions commerciales l'utilisation de l'argent liquide. À cet effet, la Suède a fait un tel bond dans l'utilisation de moyens de paiement numériques que l'autorité suédoise de protection contre les catastrophes a dû recommander à la population suédoise de conserver un peu d'argent liquide chez elle en cas, vous l'aurez deviné, de catastrophe. Du côté africain, ces dernières années ont été marquées par une très forte hausse de l'utilisation de monnaie numérique et particulièrement de la monnaie mobile. Les pays de l'Afrique de l'Ouest sont d'ailleurs un exemple pertinent pour attester de cette évolution. Par exemple, au Burkina, il est tout à fait possible aujourd'hui de faire plusieurs semaines sans avoir de l'argent liquide sur soi. Parce que tous les commerçants, même ceux informels, acceptent d'être payés en monnaie mobile et même de donner le reliquat en monnaie mobile. Cette euphorie ou cet amour fou à l'égard des moyens de paiement numérique est tout à fait justifié. Vous voyez par vous-même la fluidité, la rapidité et même la sécurité qu'offre la monnaie numérique aujourd'hui. D'ailleurs, des auteurs comme Michel Agreta et Georges Simmel affirmaient que la monnaie est avant tout un lien social. Étant donné qu'aujourd'hui, la monnaie que l'on a nous permet de payer des biens et services à distance, cela traduit tout simplement le fait que nos sociétés se sont plus ouvertes au monde, nos sociétés se sont mondialisées. Il est donc tout à fait normal que la monnaie suive également le pas de nos sociétés. Passons à présent à la tendance de fond du point de vue institutionnel. Je parlerai des États, des institutions bancaires ainsi que des banques centrales. Parce que l'on pourrait se dire que parce que les banques centrales ont l'habitude de battre monnaie, elles auraient plutôt le souhait de conserver la monnaie fiduciaire et d'éviter l'avènement de monnaie numérique. Eh bien non. La tendance institutionnelle tend progressivement à la réduction, je dirais même à l'éviction de la monnaie fiduciaire. Cela s'observe d'ailleurs déjà dans les lois. En France, par exemple, il est interdit aux particuliers de payer plus de 1 000 € en monnaie fiduciaire. Pour ce faire, ils doivent forcément passer par de la monnaie traçable, dont la monnaie scripturale.
Et outre cela, il faut en plus analyser deux types de démarches, deux manœuvres fondamentales qu'ont aujourd'hui adoptées les institutions bancaires. Les voici. Primo, en France, il devrait y avoir d'ici fin 2023 une fusion des distributeurs de billets de trois grandes banques que sont Société Générale, Crédit Mutuel et BNP Paribas. Et cela va entraîner une diminution des distributeurs automatiques de billets, ce qui va donc pousser très naturellement la population à privilégier les moyens de paiement numériques. Secondo, deux mots, monnaie virtuelle. Toutes les banques centrales sont aujourd'hui en train d'œuvrer pour l'instauration d'une monnaie numérique de banque centrale. En Europe, le projet de l'euro numérique avait déjà été lancé depuis 2021. Le yuan numérique en Chine a déjà beaucoup d'avance. Et en Afrique, on note particulièrement un cas exceptionnel. Le Nigeria a été l'un des premiers pays africains à avoir lancé sa monnaie numérique de banque centrale, l'e-Naira. L'on peut donc remarquer que les États et les banques semblent avoir perdu leur euphorie pour la monnaie fiduciaire. D'ailleurs, cela se justifie très clairement. Les dispositifs numériques dont je viens de faire mention participent à la volonté de lutter contre les fraudes à l'intérieur d'un État et même à l'échelle continentale. Cela permet de lutter par exemple contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et même contre la dissimulation de fonds pouvant servir parfois à échapper à la pression fiscale. Par exemple, avec un billet, je fais absolument ce que je veux et je passe inaperçu. Alors qu'avec un moyen de paiement numérique qui appartient à une infrastructure électronique gérée par une banque, aucun de mes flux, aucune de mes transactions commerciales ne pourront passer inaperçues. Et cela permet d'ailleurs aux autorités d'avoir un contrôle assez rigoureux sur les activités illicites du pays. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui plusieurs personnes basculent à l'utilisation des crypto-monnaies. Mais attention, parce que beaucoup d'États sont aujourd'hui en train de légiférer pour avoir un certain contrôle, une certaine mainmise sur cette monnaie virtuelle. Mais bon, on verra ce que ça donnera. En somme, toutes ces raisons pertinentes permettent de dire que l'argent liquide disparaîtra. Alors, certes pas dans un avenir proche, parce qu'il faut encore que les institutions bancaires et étatiques puissent garantir des moyens de sécurité informatique inébranlables, ainsi que des sources d'énergie fiables et écologiques avant de pouvoir passer au 100% monnaie numérique. Avant de vous laisser, j'ai deux questions pour vous. D'abord, croyez-vous en la future disparition de l'argent liquide? Ensuite, à votre avis, tous ces moyens et dispositifs déployés par les institutions bancaires et étatiques ont-ils pour but de nous protéger ou plutôt de nous contrôler dans nos moindres faits et gestes? Je vous invite à répondre dans les commentaires. C'était Pierre Damien Fougou, doctorant en droit bancaire, passionné et formateur en prise de parole en public.